Alors, dans cette vidéo, nous allons définir les notions centrales du chapitre, qui sont le noyau et l'image d'une application linéaire. Donc il faudra vraiment bien apprendre ce paragraphe, ce sont vraiment les notions les plus importantes. Alors avant de donner la définition, on va commencer par démontrer un premier résultat. On va montrer que l'image directe d'un sous-espace vectoriel par une application linéaire est encore un sous-espace vectoriel. Alors la notion d'image directe, c'est une notion qu'on a vue au premier chapitre, qui définit l'image d'une partie de l'ensemble de départ par une application, et ça nous donne une partie de l'ensemble d'arrivée. Donc voyons l'énoncé. On suppose que f est une application linéaire d'un espace vectoriel E vers un espace vectoriel F, et que G est un sous-espace vectoriel de E. Alors on va montrer que f de G, donc l'image directe de G par l'application F, est un sous-espace vectoriel, cette fois de l'espace d'arrivée. Donc voyons ça. Donc je vous ai fait un dessin pour représenter les choses. On a une application linéaire de E vers F. On prend G, un sous-espace vectoriel de E, l'ensemble de départ. Son image par F, l'image directe c'est F de G. C'est une partie de F, on va montrer que c'est un sous-espace vectoriel de F. Bon, il faut faire attention à mon dessin. Normalement, quand on représente des espaces vectoriels, il faut plutôt dessiner des droites ou des plans, à la place de patates. Donc là, par exemple, E est un plan, G c'est une droite, et son image par F. Donc on peut imaginer que F c'est l'espace, et ici ça doit être un sous-espace vectoriel, donc ce serait un plan. Donc c'est-à-dire, le théorème dit que l'image d'une droite ou d'un plan par une application linéaire va être une droite ou un plan. Ça peut pas être un cercle. Ensuite, avant de faire la démonstration, on va faire quelques rappels sur la notion d'image directe. Donc si on prend un vecteur y dans l'ensemble d'arrivée, à quelles conditions il est dans l'image directe de G? Eh bien par définition, les points qui sont dans cet ensemble sont ceux qui ont un antécédent pour la fonction f dans l'ensemble G. Donc ça s'écrit comme ceci. Si on prend y dans l'ensemble d'arrivée, alors y appartient à l'image directe de G si et seulement si il existe un x appartenant à G tel que y égale f de x. X, bien sûr, n'est pas forcément unique. Et donc, en particulier, un raisonnement qu'on fera dans la démonstration, si on prend x qui appartient à G, alors son image appartient à f de G, puisque f de x a un antécédent qui est x, et le x appartient bien à G. Alors par contre, la réciproque est fausse. Si f de x appartient à f de G, on n'est pas sûr que x appartient à G. Par exemple, on peut prendre x ici, et son image peut arriver ici. Donc pour avoir une réciproque, il faut par exemple supposer que la fonction est injective. Voilà, donc maintenant on est armé pour la démonstration. Donc on suppose que l'application f est linéaire, et que G est un sous-espace vectoriel de E. Et on veut montrer que f de G est un sous-espace vectoriel de F. Donc pour ça, on utilise le théorème de caractérisation, on va montrer que c'est non vide. Donc on a vu que comme f est linéaire, l'image du vecteur nul de E, c'est le vecteur nul de f. Et on a supposé que G était un sous-espace vectoriel de E, donc le vecteur nul de E appartient à G. Donc d'après la petite remarque qu'on a fait au-dessus, si un vecteur appartient à G, son image appartient à f de G. Donc ici on obtient que f de 0e appartient à f de G, mais f de 0e c'est 0f. Donc on a montré que le vecteur nul de f appartient à f de G, et donc f de G est non vide, ce qu'on voulait. Maintenant on va montrer que f de G est stable par combinaison linéaire, donc pour ça on prend lambda, un nombre, y1, y2, deux vecteurs qui sont dans f de G, et le but c'est de montrer que la combinaison linéaire lambda y1 plus y2 appartient à la partie f de G. Donc on procède méthodiquement. On a dit qu'on commençait par traduire nos hypothèses. Les hypothèses, c'est que y1, y2 sont dans f de G. Donc on le traduit. Dire que y1 appartient à f de G, c'est qu'il existe un antécédent x1 dans G. Donc y1 égale f de x1. Même chose pour y2, il existe x2 tel que y2 égale f de x2. Ensuite, une fois qu'on a traduit nos hypothèses, on calcule la combinaison linéaire. Donc on fait lambda y1 plus y2, on remplace ici par ça, donc on arrive là, et on a supposé que la fonction était linéaire, donc lambda f de x1 plus f de x2, c'est f de lambda x1 plus x2.
Alors, mais lambda était un nombre, x1 et x2 sont pris dans l'ensemble G, qui est un SEV. Donc le vecteur lambda x1 plus x2 appartient à G. Donc son image par f appartient à f de G. Et ce vecteur, c'est lambda y1 plus y2. Donc on a bien montré ce qu'on voulait. Donc d'après le théorème de caractérisation, l'ensemble f de G est un sous-espace vectoriel de f. Alors dans le premier chapitre, après l'image directe, on avait vu une autre notion, c'était l'image réciproque. Ça peut être l'occasion d'aller le réviser. Alors on peut en fait montrer que si H est un sous-espace vectoriel de l'espace d'arrivée, son image réciproque par F est un sous-espace vectoriel de l'espace de départ. Donc ça, ce n'est pas au programme, je vous laisse le chercher en exercice. Enfin, c'est pas forcément difficile, mais il n'est pas utile de le savoir par cœur. Donc on va juste retenir ceci. Alors maintenant, donc on va pouvoir définir ce qu'on appelle le noyau et l'image d'une application linéaire. Donc on prend une application f qui va de grand E vers grand F et qui est linéaire. Alors on va appeler noyau de f la partie de E suivante, donc c'est-à-dire c'est une partie de l'ensemble de départ. Alors ça se note ker f, ça vient de l'allemand où noyau ça se dit kern, donc là c'est ker de f. Alors on le définit comme étant l'image réciproque du singleton 0f. Donc c'est-à-dire, c'est l'ensemble des vecteurs de E, tels que f de x égale 0 de f. Donc en fait, le noyau de f, c'est l'ensemble des vecteurs en lesquels la fonction s'annule. Donc c'est quelque chose d'assez simple. Ensuite, on définit l'image de f, donc cette fois c'est une partie de l'ensemble d'arrivée. Donc l'image de f, c'est l'image directe de tout l'ensemble de départ, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des f de x, tel que x est quelconque dans l'ensemble E. Donc l'image de f, ça correspond exactement aux valeurs prises par notre fonction. Alors donc, dans les raisonnements, on va utiliser ces deux propriétés, donc il faut bien apprendre ça. Quand on a un vecteur de l'ensemble de départ, il appartient au noyau si et seulement si f de x égale 0f. Donc on voit que ça c'est tout simple, il n'y a pas de quantificateur. Pour savoir si x est dans ker f, il suffit de calculer f de x et de trouver 0. Donc le noyau c'est une notion assez simple, pour l'image c'est un peu plus compliqué, donc si on prend un vecteur de l'ensemble d'arrivée, à quelles conditions il est dans l'image de f? Et bien, ça veut dire qu'y est une valeur prise par la fonction. Alors ça s'écrit comme ça, avec un quantificateur, si et seulement si il existe un vecteur x de e tel que y égale f de x. Donc là, il ne faut pas oublier ce quantificateur. Ça va être un peu plus difficile à prouver. Alors, la première propriété très importante de ces deux ensembles, donc si f est linéaire de E vers f, alors le noyau est un sous-espace vectoriel de l'ensemble de départ, et l'image est un sous-espace vectoriel de l'ensemble d'arrivée. Donc ces deux notions sont des sous-espaces vectoriels, et donc tout ce qu'on a dit sur les chapitres précédents va pouvoir s'appliquer. On va pouvoir en chercher des bases, la dimension, se demander s'ils sont en somme directe, etc., etc. Donc on verra ça après. Pour l'instant, on va déjà montrer que ce sont des sous-espaces vectoriels. Alors, je vais faire quelques schémas pour essayer de visualiser les choses. Donc, en général, si on prend une application linéaire de E vers F, donc on a comme ça, E et F n'ont rien à voir. E, ça peut être des matrices, et F, ça peut être des polynômes. Donc, le noyau de F, c'est inclus dans E, et l'image de F, c'est inclus dans F, et donc l'image de F, c'est exactement les valeurs prises par notre fonction. C'est-à-dire, si on prend x de E, f de x est forcément dans l'image. Et les points ici qui sont à l'extérieur sont des points qui n'ont pas d'antécédent, donc ils ne sont pas atteints. Et donc rappel, pour x dans E, x est dans ker f si et seulement si f de x égale 0. Pour y dans f, y est dans l'image si et seulement si il existe un antécédent x tel que y égale f de x. Donc en particulier, si vous prenez un vecteur x de E, alors f de x est dans l'image de f, ça ce sera utile dans les raisonnements.
Et puis en général, l'image de f n'est pas égale à l'ensemble d'arrivées. C'est-à-dire que les valeurs prises par la fonction, ce ne sont pas toutes les valeurs de l'ensemble d'arrivées. Donc ça, on l'a étudié au premier chapitre, c'est quand la fonction n'est pas surjective. Donc il faudra faire attention, l'image de f, c'est seulement inclus dans l'ensemble d'arrivées. Et alors pour un endomorphisme, en fait ça se complique un peu, puisque l'ensemble de départ et d'arrivée sont les mêmes. Donc si vous voulez, f, elle reste dans le même ensemble. Du coup, le noyau et l'image, ils sont tous les deux inclus dans E, et donc ils ont une intersection. On va pouvoir les comparer et regarder l'intersection des deux. Et un vecteur x comme ça, quand on fait son image par f, il arrive forcément dans l'image de f. Donc la différence, au-dessus, carf et IMF, ils ont a priori rien à voir. Ici, ça peut être carf un ensemble de matrices, et image de f, ça peut être un ensemble de polynômes. Donc on pourra comparer leurs dimensions, mais faire l'intersection des deux, ça n'aura absolument aucun sens. Par contre, quand on aura un endomorphisme, là on pourra faire l'intersection de carf et IMF, leur somme, éventuellement leur somme directe, ou des choses un peu plus compliquées. Alors voyons la démonstration du fait que ce sont des SEV. Donc on suppose seulement que notre fonction est linéaire. Premier point, on montre que le noyau est un sous-espace vectoriel de E, donc avec le théorème de caractérisation. Alors on se rappelle que f est linéaire, donc que l'image du vecteur nul c'est le vecteur nul. Comme quand on a f de x égale 0, on a dit que x était dans carf. Donc ici on obtient que le vecteur nul de E est dans carf, et donc que carf est non vide. Maintenant on montre qu'il est stable par combinaison linéaire. Donc on prend lambda un nombre, x1, x2, deux vecteurs de carf, et le but est de montrer que lambda x1 plus x2 est dans carf. On traduit nos hypothèses, x1 dans carf, ça veut dire que f de x1 égale 0, x2 dans carf, f de x2 égale 0. Et ensuite on fait un calcul, pour savoir si ce vecteur est dans carf, on calcule son image. Donc on fait f de lambda x1 plus x2. Pour simplifier, on utilise que f est linéaire, donc ça fait lambda f de x1 plus f de x2. Mais f de x1 et f de x2 sont nuls, et lambda fois 0 plus 0, ça fait 0. Donc comme on a trouvé que l'image de ce vecteur est nulle, ce vecteur appartient au noyau de f, ce qu'on voulait démontrer. Et donc ceci nous montre bien que carf est un sous-espace vectoriel de E. Alors voyons voir pour l'image. Alors l'image, par définition, on a dit que c'était l'image directe de E. Si on regarde, l'image de f c'est f de E. Du coup on peut appliquer le théorème 16. Il fallait avoir un sous-espace vectoriel de E, mais E est un sous-espace vectoriel de E, qui est pas le plus intéressant parce qu'il est égal à E, mais c'en est un. Et donc d'après le théorème 16, l'image directe est un sous-espace vectoriel. Donc là, on n'a pas besoin de refaire la démonstration. Ceci termine la démonstration du théorème. Voilà. Alors ici, il y a une petite faute d'orthographe, hein, c'est endomorphisme. Bon. Et donc ce que je vous ai dit avec les schémas, quand on a un endomorphisme, carf et IMF sont tous les deux de SEV2. Donc là, maintenant, on peut faire pas mal de choses. Déjà, première chose, c'est quand on vous demande de montrer qu'une partie est un sous-espace vectoriel, on avait deux méthodes. La première, c'était d'utiliser le théorème de caractérisation. La deuxième, c'était de l'écrire sous forme de vect. Bon, on en a une troisième, c'est de l'écrire sous forme d'un noyau. Donc ce théorème, il pourra être utile pour ça. Et autre chose qu'on va faire, c'est que comme KRF et IMF sont des SEV, on peut vous donner des exemples de fonctions f et vous demander de trouver une base du noyau de l'image, leur dimension, des choses comme ça. Donc il faut aussi apprendre à faire ça. Donc on va faire pas mal d'exemples pour illustrer ces notions. Alors premier exemple, on appelle E l'ensemble des matrices carrées de traces nulles. On veut montrer que c'est un SEV. Alors un petit rappel, ce qu'on appelle la trace d'une matrice, c'est la somme de ses coefficients diagonaux. Donc l'application TR, on prend une matrice carrée, on lui associe un nombre. Alors c'est l'occasion d'aller réviser l'exercice 9 du TD13.
on a montré que trace de lambda a plus b, c'est lambda fois la trace de a plus la trace de b. Donc cette formule, dans ce chapitre, on en déduit que trace est une application linéaire. Comme l'ensemble d'arrivées, c'est les scalaires, l'application trace est donc ce qu'on appelle une forme linéaire de Mn de k. Ensuite, on remarque que E, c'est ce qu'on appelle le noyau de la trace. Et donc, d'après le théorème précédent, comme trace est linéaire, son noyau est un SEV de Mn de k. Donc là, on voit que la réponse est assez simple. Remarquez que cet exercice, on l'a vu dans le TD15, ici on a une nouvelle méthode plus rapide pour le résoudre. Et donc n'oubliez pas d'aller réviser la notion de trace. Deuxième exemple. Cette fois avec des fonctions. Donc on appelle E l'ensemble des fonctions de R dans R qui s'annulent en 0. Donc là l'idée c'est d'appeler phi l'application qui a une fonction f associe sa valeur en 0. Donc c'est ce qu'on appelle l'évaluation 0. Alors on va montrer que cette fonction est linéaire. Donc toujours la même méthode. On prend alpha un nombre, f et g deux vecteurs de l'ensemble de départ, donc des fonctions. Et on calcule phi de alpha f plus g. Donc par définition, c'est alpha f plus g évalué en 0, par définition de phi. Ensuite, par définition d'une somme de fonctions, et d'une fonction multipliée par un scalaire, ça fait alpha f de 0 plus g de 0. Mais f de 0, c'est phi de f, g de 0, c'est phi de g, et donc on a trouvé que phi de alpha f plus g, c'est alpha phi de f plus phi de g. Donc notre fonction phi est linéaire. L'ensemble d'arrivées, c'était encore l'ensemble des scalaires. Donc phi est encore une fois ce qu'on appelle une forme linéaire, cette fois sur l'ensemble des fonctions de R dans R. Et alors ensuite, E, c'est égal à l'ensemble des fonctions f où la fonction phi s'annule. C'est-à-dire que E, c'est le noyau de phi, et donc d'après notre théorème, E est un sous-espace vectoriel de R puissance R. Exemple suivant, avec des polynômes cette fois. C'est un peu toujours la même idée, donc là E c'est l'ensemble des polynômes de k crochet x, tels que 3xp' est égal à p. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser que dans l'exemple d'avant, l'application je ne l'ai pas appelée f, puisque mon espace vectoriel, les vecteurs étaient des fonctions, donc les vecteurs s'appelaient petit f, donc pour les applications linéaires, il faut les appeler avec d'autres lettres, si possible des lettres grecques. Donc là j'ai appelé phi. Donc dans l'exercice 3, on est dans l'espace vectoriel des polynômes, qu'on note d'habitude avec des lettres majuscules. Donc les applications linéaires, il n'y a pas de souci si on les appelle petit f. Donc notre application petit f, à un polynôme p, on va associer 3xp' moins p. Donc à un polynôme de R de x, on associe un polynôme de R de x, et ici c'était R de x en fait au départ. On va montrer que cette application est linéaire. Donc toujours la même méthode, on prend un nombre et deux polynômes, et on calcule l'image du polynôme lambda p plus q. Donc d'après la définition ici, vous remplacez p par lambda p plus q, ici et ici. Ça donne cette formule. Ici, on utilise ce qu'on appelle la linéarité de la dérivation. La dérivée de lambda p plus q, c'est lambda p' plus q'. Ensuite, on développe des produits, on distribue des signes moins, on arrive là. Par commutativité de l'addition, on regroupe ces deux termes, et on a mis lambda en facteur, donc on arrive ici. Et là, 3xp' moins p, on reconnaît l'image de p, 3xq' moins q, on reconnaît l'image de q. Donc là, on a montré que notre application f était linéaire. Alors ici, l'espace d'arrivée, c'était pas des nombres. Par contre, c'est quand même un cas particulier. L'espace de départ et d'arrivée sont les mêmes. Comme f est linéaire, on dit que f est cette fois un endomorphisme. Ensuite, on remarque que E, c'était le noyau de f, puisque les polynômes appartiennent à E lorsque ceci est égal à 0, donc c'est exactement le noyau de f.
Et donc d'après le théorème précédent, E est un sous-espace vectoriel de l'ensemble de départ, R crochet X. Donc là, on a vu trois exemples qu'il faut apprendre, un avec des matrices, un avec des fonctions, un avec des polynômes. Alors maintenant, on va se poser une autre question. On va prendre une application linéaire de R³ dans R². Donc géométriquement, un vecteur de l'espace, vous associez un vecteur du plan. Donc, par exemple en mixant une projection avec autre chose. Et là, on va répondre à une autre question. Donc le noyau, c'est un sous-espace vectoriel de R3. L'image, c'est un sous-espace vectoriel de R². Donc ce sont des droites ou des plans. Et on va en chercher une base et calculer leurs dimensions. Et donc éventuellement, on peut y avoir des interprétations géométriques. Par exemple, pour une rotation, le noyau, l'image, ça peut être l'axe de la rotation. Pour une projection, ça peut être la direction dans laquelle on projette, ou des choses comme ça. Donc pour l'instant, on ne fait pas de géométrie, mais on va quand même répondre à ces questions. Donc, l'énoncé est là. Notre application f va de R³ dans R². Un vecteur de l'espace, U, donc qui a trois composantes. On associe un vecteur du plan f de U. On a vu qu'on peut l'écrire f de x, y, z. Et là, il n'y a plus que deux composantes. Donc là, on ne sait pas du tout géométriquement ce que ça donne. Par contre, on a une formule. On a des coordonnées au départ, des coordonnées à l'arrivée. Donc, cette définition d'une transformation géométrique avec des formules sur les composantes, on appelle ça l'expression analytique de f ici. Alors que f est linéaire, c'est un des premiers exemples du chapitre, donc on ne le refait pas. Donc d'après notre théorème, on sait que car_f est un sous-espace vectoriel de R3, et que l'image de f est un sous-espace vectoriel de R². Donc là, on va apprendre à déterminer une base de ces deux SEV. Alors pour car_f, donc car_f par définition, c'est l'ensemble des vecteurs U dont l'image est nulle. Si on utilise l'expression analytique de la fonction, donc U, on le note x, y, z, f de U égale 0, ça nous dit que 2x moins z égale 0, et que x plus y plus z égale 0. Et là, on reconnaît quelque chose qu'on sait faire. On a une partie de R³ définie avec des équations cartésiennes. Donc là, ce sont les équations cartésiennes de car_f. Donc on utilise nos méthodes habituelles, on résout le système d'équations cartésiennes par pivot de Gauss. On trouve ceci. Comme il y a un paramètre, on obtient que car_f est une droite vectorielle. Ensuite, comme on n'aime pas trop les fractions, on se rappelle que dans un vect, on peut multiplier un vecteur par une constante non nulle. Donc là, on multiplie par 2. Conclusion, car_f est la droite vectorielle engendrée par le vecteur U1, qui est 1, 3, 2. Comme il est non nul, ce vecteur forme une famille libre, et donc une base de car_f. Donc là, on a montré que le noyau, c'est une droite incluse dans l'espace. Maintenant, on va voir l'image. Alors pour l'image, c'est un peu plus compliqué. Donc l'image de f, par définition, c'est l'image directe de l'ensemble de départ, donc R³. C'est-à-dire c'est l'ensemble des f de U qui appartiennent, ici ça a disparu, c'est à R², l'ensemble d'arrivée, tel que U est quelconque dans l'espace de départ. Donc encore une fois, on utilise notre expression analytique. Donc f de U, ça s'écrit 2x moins z, x plus y plus z, donc dans R², tel que le vecteur x, y, z est dans R³. Alors ça aussi on connaît bien, là on a une partie de R² qui est définie sous forme d'un paramétrage. Alors comme il y a trois paramètres, on sait écrire cet ensemble comme l'espace engendré par trois vecteurs. Donc comment on fait? Donc on prend ce paramétrage et on sépare les paramètres grâce à l'addition des vecteurs. Alors attention, dans R², il n'y a plus que deux composantes. Et donc par définition, IMF, c'est l'espace engendré par les vecteurs 2, 1, 0, 1 et moins 1, 1, qu'on appelle V1, V2, V3. Alors par contre, comme on a trois vecteurs en dimension 2, on est sûr que la famille est liée là. Donc on va essayer d'en extraire une base. Donc là aussi, c'est des méthodes qu'on a appris.
Une fois qu'on a une famille génératrice, on extrait une base en se demandant si elle est libre, et si elle est liée, il faut enlever les vecteurs qui sont combinaisons linéaires des autres. Donc on déroule notre algorithme, nos trois vecteurs forment une famille génératrice. Est-ce qu'elle est libre? Non. Alors on voit que V1 plus 2V3, ça fait 3V2. Donc on peut supprimer V2. On arrive à image de F engendrée par V1, V3. Cette fois V1, V3 est libre car elle est formée de deux vecteurs non collinéaires. Et encore génératrice, c'est le principe de réduction d'une famille génératrice. Donc cette famille est une base de l'image. Mais si on réfléchit un petit peu, on a trouvé que l'image c'était une partie du plan, et c'était un plan. Donc en fait, on sait répondre à ce problème. On a trouvé que la dimension de l'image, donc c'est le cardinal de la base, c'est 2. Mais l'image c'était inclus dans R carré qui est de dimension 2. Donc là on a démontré un théorème dans le chapitre 15. Si on a une inclusion et que les deux espaces sont de même dimension, ils sont égaux. Donc en fait ici, l'image de F c'est R carré, c'est l'ensemble d'arrivées. Voilà, donc là on a appris, pour les applications linéaires de k puissance n dans k puissance p, à déterminer une base du noyau et de l'image. Alors maintenant on va voir quelque chose d'important. On avait vu que la loi de composition n'était pas intègre. C'est-à-dire qu'on peut avoir g rond f qui vaut 0 avec g et f qui sont non nuls. Donc toujours par analogie avec le produit matriciel, on sait qu'on peut avoir a fois b égale 0 pour des matrices, et les matrices a et b qui sont non nulles. Donc là on va commencer à donner une explication. Alors si on prend, pour simplifier, deux endomorphismes de E, c'est-à-dire que les deux fonctions vont de E dans E. Alors dire que g rond f est égal à 0, ben c'est exactement équivalent à dire que l'image de f est incluse dans le noyau de G. Donc là on a progressé. Jusqu'ici quand on avait ça, on savait qu'on ne pouvait pas dire que G et F étaient nuls. Donc en fait on ne savait rien faire. On savait juste quelle bêtise il ne faut pas dire. Ben maintenant on sait faire quelque chose. Quand on a G rond f égale 0, on pourra le traduire par l'image de F est incluse dans le noyau de G et continuer les raisonnements. Donc voyons la démonstration de cette propriété. Donc on suppose qu'on a deux fonctions de E dans E qui sont linéaires, et c'est une équivalence, donc on fait par double implication. Alors de gauche à droite, on suppose donc que G rond f c'est l'application linéaire nulle. Ça veut dire que pour tout x dans E, quand j'évalue en x, je trouve le vecteur nul. Notre but c'est de montrer que l'image de f est incluse dans le noyau de G, donc pour ça on fixe un vecteur y dans l'image de f, quelconque, et comme je suis dans l'espace d'arrivée, je l'appelle y pour pas m'embrouiller. Le but c'est que y appartienne au noyau de G. Donc on commence par traduire l'hypothèse, dire que y est dans l'image de f, c'est qu'il existe x dans E tel que y égale f de x. Ensuite, pour savoir si y est dans le noyau de G, on calcule g de y. Donc on calcule g de y, ben on voit que y c'est f de x, donc on le remplace. Donc on trouve g de f de x, et on a supposé que pour tout x, g de f de x égale 0, donc comme c'est vrai pour tout x, ben c'est vrai pour ce x ici, donc on trouve 0. Donc si g de y égale 0, y est dans le noyau de G, c'est ce qu'il fallait démontrer. Réciproquement, on suppose que l'image de f est incluse dans le noyau. Et on veut montrer que g rond f est la fonction nulle, c'est-à-dire que pour tout x, g de f de x est le vecteur nul. Donc pour que ce soit vrai pour tout x, on fixe un vecteur x quelconque. Alors par définition de l'image, l'image de x appartient à l'image de f, puisque un antécédent de f de x c'est x. Or on a supposé que l'image de f est incluse dans le noyau de G. Donc f de x appartient au noyau de G, et par définition du noyau, ça veut dire que g de f de x égale 0, c'est ce qu'on voulait démontrer. Et donc par double implication, on a démontré l'équivalence. Donc en particulier, c'est ce que je vous ai rappelé au début, quand g rond f égale 0, on ne peut pas dire que f ou g sont nuls.
Alors je vais vous donner un contre-exemple. C'est deux applications. Donc on va faire ce contre-exemple, ça va nous entraîner à faire des exercices. Donc on prend deux applications de R carré dans R carré, donc là c'est du plan dans le plan. La première à xy on associe xx, la deuxième à xy on associe x moins y, x moins y. Alors le fait que ce sont des applications linéaires, c'est facile et c'est long, donc je vous renvoie à l'exemple 4. C'est le même style de calcul. Donc on va l'admettre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les composer. Je vais faire g rond f, donc c'est possible, puisque l'ensemble d'arrivée ici c'est r carré, et c'est l'ensemble de départ de g, donc je peux faire g rond f. Donc pour tout vecteur xy dans R cube, je fais g de f de xy. Donc f de xy c'est xx, donc ça fait g de xx. Et donc ici je fais y égale x, ça fait x moins x, x moins x, ça fait 0, 0. Comme c'est vrai pour tout xy, j'ai montré que g rond f, c'est la fonction nulle. Pourtant, g et f ne sont pas des fonctions constantes égales à 0, puisque g de 1, 0, ça fait 1, 1, et f de 1, 1, ça fait 1. Donc elles ne sont pas constantes nulles. Voilà. Autre erreur qu'on voit souvent, si à un moment on suppose que f et g ont les mêmes images. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles prennent leurs valeurs, elles ont le même ensemble de valeurs, mais attention, ça ne veut pas du tout dire que ces fonctions sont égales. Donc, par exemple, la fonction logarithme, les valeurs qu'elle prend, c'est tous les réels. La fonction x au cube, les valeurs qu'elle prend, c'est aussi tous les réels. Mais de là en déduire que ln de x est égal à x au cube, on ne peut pas trop faire ça quand même. Bah, c'est pareil pour les applications linéaires. C'est pas parce que les ensembles de valeurs sont égaux qu'elles sont égales en tout point. Donc on va faire un petit contre-exemple quand même pour s'entraîner. Un contre-exemple, pas avec ln de x et x au cube qui ne sont pas linéaires, un exemple avec des fonctions linéaires. Donc là, je prends une fonction de r carré dans R qui a xy associé x, donc on garde que la première coordonnée, et une fonction g de r carré dans R qui a xy associé leur somme. Donc là encore, qu'elles sont linéaires, on ne va pas le détailler parce que c'est long et facile, je vous renvoie à l'exemple 4. Et comme l'ensemble d'arrivées, c'est des nombres, ce sont ce qu'on appelle des formes linéaires. Alors on va calculer leurs images. On va essayer de gagner un peu de temps. Donc l'image de f, par définition, c'est tous les f de xy tels que xy sont dans R carré. Donc c'est par définition tous les x tels que xy sont dans R carré. Alors y, il n'intervient pas. Et x, c'est tous les réels possibles. Donc en fait, l'image de f, c'est R. On pourrait faire par double inclusion, mais c'est un peu long pour rien. L'image de G, c'est l'ensemble des x plus y tels que xy sont tous les réels. Et bien par exemple, si vous prenez y égale 0, x quelconque, x plus 0 ça fait x, donc vous arrivez à faire tous les réels de cette forme. Donc l'image de G c'est R aussi. Bah donc on a bien trouvé que l'image de f c'est l'image de G. Par contre, les fonctions ne sont pas égales, parce que par exemple, f de 1, 1, ça fait 1, et g de 1, 1, ça fait 2. Voilà. Donc, on a appris que le noyau et l'image sont des SEV, on a appris à les étudier sur des exemples. Alors maintenant, on va voir à quoi ça sert. Alors, ça sert à beaucoup de choses, mais la première chose qu'on va donner, bah, ça peut nous dire si notre application linéaire est injective ou surjective. Donc c'est le théorème 20. Alors ce théorème aussi très important. Donc, première chose, la fonction f est injective sur l'ensemble de départ, parce qu'on a vu que ça ne dépendait pas de l'ensemble d'arrivée, voir le premier chapitre. Donc elle est injective sur l'ensemble de départ si et seulement si le noyau est réduit au vecteur nul. Donc ça veut dire qu'elle est le plus petit possible. Deuxième propriété, la fonction est surjective de e sur f, ou de e vers f, c'est pareil, si et seulement si son image, c'est tout l'ensemble d'arrivée. Donc là, il faut que l'image soit la plus grosse possible.
Alors, voyons la démonstration de ces résultats. Alors, on suppose que notre fonction est linéaire. Donc, on va raisonner, ce sont des équivalences, donc on va faire par double implication. Alors, de gauche à droite, on suppose que la fonction est injective. Le but, c'est de montrer que son noyau est réduit à 0. Alors, pour montrer ce égal, ce sont deux parties de E, donc on va faire par double inclusion, à l'intérieur de l'implication. Alors, une inclusion qui est évidente, c'est de droite à gauche. En effet, ker(f) est un sous-espace vectoriel de E, donc le vecteur nul appartient à ker(f), et donc le singleton 0 est inclus dans ker(f). Attention à bien réfléchir, la différence entre appartient et inclus, ici c'est un élément, ici c'est un ensemble. Essayez de ne pas tout confondre. L'inclusion de gauche à droite, cette fois on prend x dans le noyau de f. On veut montrer que x appartient au singleton 0, c'est-à-dire que x est nul. Alors on traduit notre hypothèse, x dans ker(f) c'est f de x égale 0. De plus, comme la fonction est linéaire, on sait que l'image de 0, c'est 0. Donc en fait, on a f de x qui vaut f de 0. Et bien, comme on a supposé que notre fonction est injective, on peut simplifier les f, on trouve que x égale 0. Et donc que x appartient au singleton 0. Et donc par double inclusion, ker(f) est bien égal au singleton 0. Implication réciproque, on suppose cette fois que ker(f) est réduit à 0, et on veut montrer que notre fonction est injective. Là on utilise la méthode du premier chapitre. On se donne x1, x2 dans E, tel que f de x1 égale f de x2, et il faut montrer que x1 égale x2. Alors une méthode à apprendre aussi, donc dans ce chapitre sur les applications linéaires, on aime bien se ramener à des choses qui sont nulles. Donc on fait passer f de x2 à gauche. On arrive là. Ici, comme notre fonction est linéaire, ça fait f de x1 moins x2. Et deuxième réflexe à essayer d'avoir, quand on a f de quelque chose qui est nul, on le traduit par le quelque chose appartient à ker(f). Donc c'est ce qu'on fait ici. Mais comme on a supposé que ker(f) est réduit à 0, on trouve que x1 moins x2 est égal à 0, et donc que x1 égale x2. Ce qui prouve que notre fonction est injective. Alors voyons voir le deuxième point maintenant. F est surjective, c'est seulement si son image c'est f. Alors là vous allez être un peu déçu, il n'y a rien à faire. Donc on a vu dans le premier chapitre qu'en général une fonction linéaire ou non est surjective de E vers f si et seulement si l'image directe de l'ensemble de départ c'est l'ensemble d'arrivée. Alors c'était assez évident. F de E c'est les valeurs prises par la fonction. Si tous les éléments de l'ensemble d'arrivée ont un antécédent, c'est-à-dire sont des valeurs prises, et bien par définition c'est que la fonction est surjective. Donc là c'est par définition en fait. On a juste réécrit deux fois la même chose. Mais alors ici, l'ensemble f de E, on a appelé ça l'image de f. Donc si on réécrit, on obtient ça. Et c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Donc ce qu'on peut voir, c'est que pour le premier point, on a bien utilisé que c'est des applications linéaires, ça va être utile. Pour ce deuxième point, en fait, on n'a même pas utilisé que la fonction était linéaire. Donc ça va moins servir. Alors une application, on reprend notre exemple de l'application de l'espace dans le plan. On a calculé son noyau et son image. Donc là, pour le noyau, on a trouvé une droite vectorielle. Donc le noyau n'est pas réduit à 0, cette fonction n'est pas injective. Par contre, pour l'image, on avait trouvé r carré qui est l'ensemble d'arrivée. Donc cette fonction est surjective, mais n'est pas injective. Et cet exemple, on ne le fait pas, puisque ce n'est plus trop dans l'idée du programme. Alors, un petit commentaire final, c'est pour une restriction. Donc, c'est un peu compliqué, c'est pour ça que j'en parle un peu dans le cours. On va en parler ici. Donc, on prend une application linéaire de E vers F, qui est linéaire, et H est un sous-espace vectoriel de E, au départ. Alors, on a montré, dans le paragraphe précédent, que si je fais F restreint à H au départ, mais je garde F à l'arrivée, c'est encore une application linéaire. Donc, on va essayer de comparer le noyau
et l'image de ces deux applications. Alors le noyau de la restriction, par définition, c'est les vecteurs x qui appartiennent à h, dont l'image est nulle. Mais l'image de x par f restreint à h, par définition d'une restriction, c'est f de x. Donc ça serait écrit comme ça. Mais ici, dire que f de x égale 0, on peut le remplacer par x appartient à f. Donc on obtient l'ensemble des vecteurs x qui appartiennent à h, tel que x appartient à f. Ça, c'est ce qu'on appelle h inter f. Donc on a une formule qui est élégante. Le noyau de f restreint à h, c'est h inter f. Donc c'est inclus dans le noyau de notre application de départ. Donc quand on fait une restriction, on rétrécit le noyau. Alors pour l'image, ça ne se passe pas si bien que ça. L'image de la restriction, par définition, c'est l'ensemble de tous les f de x quand je prends x dans h. Bah là, il n'y a pas de simplification. Je peux simplement dire que si x appartient à h, alors il appartient à E. Donc c'est inclus dans l'ensemble des f de x pour x dans E. C'est-à-dire que l'image de la restriction est incluse dans l'image de f, mais on n'a pas de formule. Donc sur un dessin, on avait notre application linéaire, notre ensemble h. Donc pour f, son noyau était quelque chose comme ça. Pour la restriction, le noyau, c'est la partie assurée. On fait h inter f. Pour l'image, donc l'image de f, c'est la partie rouge. Si on fait la restriction à ce petit morceau, ben on arrive quelque part ici, mais on ne sait pas où. Il faut voir sur chaque exemple ce que ça peut donner. Voilà, donc cette vidéo était un peu longue, mais ça termine ce paragraphe sur le noyau et l'image, qui sont vraiment les notions les plus importantes.